La nuit a été fructueuse pour Axel Manneke. À Rostock, un patient décédé a fait don de tous ses organes. Sur son chariot, le coordinateur hospitalier transporte ses organes d'une valeur totale de 35 000 €. Il faut d'abord déposer celui-là et ensuite aller à Fulda. De là, il faut aller à Aix-la-Chapelle, puis Düsseldorf et enfin Hanovre. Il n'y a pas de temps à perdre. D'un côté, il y a des patients en attente d'une greffe. De l'autre, il y a son employeur, la DSO, la Fondation allemande pour la transplantation d'organes, qui ne peut établir de facture que si la transplantation est couronnée de succès. À Leiden, aux Pays-Bas, l'équipe du matin d'Eurotransplant commence sa journée. C'est ici que sont attribués tous les organes prélevés en Allemagne, en Autriche, en Slovénie et dans les pays du Benelux. Cet organisme, qui emploie 50 personnes, est financé grâce à un forfait de 400 € pour chaque receveur enregistré. Chacun de ces dossiers représente un donneur en état de mort cérébrale, sur lesquels 6 organes peuvent être prélevés en moyenne. En ce moment, on a 5 donneurs en cours qui nous ont été signalés hier. Parfois, il faut plusieurs heures jusqu'à ce que tous les organes soient acceptés pour une greffe, surtout s'il y a des problèmes avec le donneur, par exemple à cause de la comorbidité, c'est-à-dire des troubles associés à certaines maladies. Dans ces cas-là, il est plus difficile de répartir les organes rapidement. Il arrive qu'on s'occupe d'un dossier pendant plusieurs heures. On ne sait jamais quand un nouveau donneur va nous être signalé. Donc on est sur le pied de guerre 24 heures sur 24. Dès qu'on a toutes les informations nécessaires, on entame la procédure. Mais on ne peut jamais rien prévoir à l'avance. L'écart entre les demandes de greffe et les organes disponibles ne cesse de se creuser. On compte environ 1600, 1700 dons d'organes par an, ce qui fait 5 ou 6 par jour. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très irrégulier. Il y a parfois des journées très calmes, et tout d'un coup, on nous signale plusieurs donneurs en quelques heures. Et c'est la folie. Un donneur peut donner au maximum 2 reins, un cœur, un foie, des poumons et un pancréas. On prélève parfois aussi l'intestin, mais c'est une technique encore très récente. Mais on ne peut pas toujours prélever tous les organes du donneur. On estime que 5 000 à 5 500 organes sont transplantés chaque année. À Rostock, dans les bureaux de la DSO, un autre patient en état de mort cérébrale vient d'être signalé. Bonjour, c'est Monsieur Manneke du bureau de Rostock. Quand est-ce que vous arrivez? Dans 1 heure, 3/4 d'heure? Ok, je vais lui dire qu'elle doit se mettre en route. Au revoir. Pour cette patiente, la rupture d'un vaisseau a conduit à une grave hémorragie intracérébrale et ils n'ont rien pu faire. Même une opération n'aurait servi à rien. Elle est donc malheureusement décédée. Seule la DSO est autorisée à s'occuper des dons d'organes en Allemagne. La patiente est en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que si les médecins débranchaient le respirateur, son cœur cesserait de battre. Comme la patiente a consenti au don d'organes et de tissus, on la garde sous ventilation mécanique. Le respirateur artificiel permet de maintenir la circulation sanguine jusqu'à ce que le prélèvement des organes et des tissus puisse être effectué. À ce moment-là, le respirateur sera débranché. En Allemagne, les conditions à respecter pour le don d'organes sont la mort cérébrale et le consentement explicite du patient. Mais le statut juridique des organes humains lors d'un don continue à faire débat. Il est difficile de dire à qui appartiennent les organes. Est-ce qu'on doit les considérer comme des biens patrimoniaux, au même titre qu'une maison ou une part de gâteau? Même si la question est controversée, le patient a un droit de décision. Au début, on s'est demandé si la décision d'un patient concernant sa dépouille restait valable après sa mort. Pour répondre à cette question, on s'est référé à la loi sur la protection de l'intégrité morale. Un parent peut faire valoir l'honneur et la réputation d'une personne même décédée. On a donc considéré que les droits de la personnalité restaient valables même après la mort. Ce droit a été étendu aux organes du corps humain. On a considéré qu'eux aussi relevaient des droits de la personnalité après la mort.
On ne peut donc les utiliser qu'avec le consentement de la personne décédée ou avec le consentement par procuration d'un parent ou d'un proche. L'attribution des précieux organes demande une organisation sans faille. Maintenant, on va prévenir Eurotransplant qu'on a un donneur pour qu'il se tienne prêt. Les dons d'organes sont malheureusement trop rares. En Europe, près de 40 000 personnes sont sur liste d'attente. Chaque jour, 10 d'entre elles meurent. Eurotransplant sait maintenant que nous avons un donneur en Mecklembourg-Poméranie occidentale. On leur fournit toutes les informations médicales sur ce donneur pour qu'ils les rentrent dans leur base de données. Grâce à ces informations, ils établissent une liste de receveurs potentiels pour les organes qui peuvent être transplantés. Ensuite, ils prennent contact avec les centres de transplantation pour leur proposer ces organes. En dernier lieu, on prépare tout pour le prélèvement. Eurotransplant s'occupe de la répartition anonyme des organes depuis presque 40 ans. On ne connaît pas l'identité du donneur. Tout ce qu'on reçoit, c'est un signalement de don avec un numéro, et c'est ça qui nous importe. La loi nous impose de respecter l'anonymat entre le donneur et le receveur. Pour nous, le donneur n'est donc qu'un numéro. On procède d'abord à une évaluation du donneur. On vérifie qu'on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir les entrer dans notre système. On reçoit tout par fax et on entre ces données une par une dans l'ordinateur. C'est grâce à ces informations qu'on peut déterminer qui sont les meilleurs candidats à la greffe parmi l'ensemble des patients de notre liste. Voilà notre mission. C'est ce qu'on va faire tout de suite. L'ordinateur d'Eurotransplant se met en route. Groupe sanguin, tableau clinique, degré d'urgence, tout est pris en compte. Chaque numéro est une personne en attente d'une greffe d'organes afin de pouvoir survivre. En quelques minutes, l'ordinateur nous sort une liste de patients compatibles pour chaque organe. C'est là qu'on intervient. On commence par la première personne sur la liste et on appelle le centre de transplantation où est enregistré ce patient pour leur dire qu'on a un organe compatible pour lui. Le centre a une demi-heure ou une heure s'il s'agit de reins pour nous dire s'ils acceptent de pratiquer la greffe ou non. Là, on doit attendre ce que l'ordinateur va nous répondre. Mais les faits sont là. Il y a pénurie d'organes par rapport au nombre de personnes sur liste d'attente. Cela s'explique en partie par la législation allemande. Le principe en vigueur est celui du consentement explicite. Lors du décès, les proches doivent faire savoir ce que le patient aurait voulu. Mais la plupart du temps, ils ne peuvent que le supposer. En Allemagne, le consentement doit être explicite. La grande question, c'est, est-ce qu'on veut changer ça? Existe-t-il une volonté politique de s'attaquer une nouvelle fois à ce sujet? Dans beaucoup d'autres pays, la situation est différente. Ce n'est pas le même système. Le problème avec les dons d'organes et de tissus, c'est que les proches doivent prendre la décision alors qu'ils sont confrontés à la mort d'un être cher et que souvent, la question n'a jamais été abordée de son vivant. Dans ces moments-là, deviner ce que cette personne aurait voulu me paraît très difficile. Le système qui semble être le plus simple, ou du moins le plus efficace quant au nombre de dons, ce serait que tout le monde soit considéré d'office comme consentant, à moins de manifester son opposition. C'est le principe du consentement présumé qui prévaut en Belgique, en Autriche ou en Espagne, avec quelques spécificités. La conséquence, c'est que la grande majorité des personnes favorables au don d'organes ne changent pas d'avis. Seule une minorité se donne la peine d'exprimer son opposition et refuse donc le prélèvement. En Espagne, on a fait plus que de s'en remettre uniquement à la législation.